Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 2 du Tour de Catalogne. On va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment les coups de bordure, notamment avec les grands perdants du jour. Ils sont au nombre au moins de 3. Mais on pourrait en avoir plus. On fera également la présentation de l'étape 3, mais une présentation très légère, hein, je le rappelle. C'est pas comme sur Paris-Nice, parce qu'on n'a pas autant de temps en ce moment. Il y a pas mal de vidéos à sortir. Et puis, on parlera bien entendu des bleus, des coureurs au top, sur cette étape numéro 2. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. On va revenir déjà sur Colbrelli, sur le cas Colbrelli. Donc hier, Colbrelli a fait un malaise cardiaque grave. Il a perdu connaissance à l'arrivée du sprint. Il semblerait quelques minutes après l'arrivée du sprint, quand il était à côté du soigneur. On a dû faire un massage cardiaque pour le réanimer. Et il est reparti conscient dans une ambulance vers l'hôpital de Riron. Si je prononce bien, parce que moi j'ai fait allemand LV2. En ce moment, des analyses sont en cours. Selon Bahreïn, ça serait plutôt rassurant, malgré tout. Je reste quelqu'un de très pessimiste. Un malaise cardiaque, ce n'est pas anodin. Surtout qu'on est quand même sur un profil de sprinter. C'est-à-dire qu'un sprinter, c'est un coureur qui a un cœur qui va monter très haut. C'est un effort qui est très court, c'est 200 mètres, un sprint en moyenne. Et on va monter à 185, 190, 195 pulsations minutes. Donc s'il y a un problème de ce type-là à l'arrivée sur un sprint, il ne faut pas le négliger. Voilà. Bon, alors après, je ne suis pas médecin. Mais faudra faire très attention là-dessus. Moi, je suis plutôt très pessimiste sur le fait qu'on revoie Colbrelli sur un vélo. Parce que je pense que le problème qu'il a eu hier est un problème extrêmement grave. Après, de toute manière, est-ce qu'il prendra le risque ? Colbrelli, il a 31-32 ans. Donc, est-ce qu'il prendra le risque de remonter sur un vélo même si on lui dit que tout va bien ? Ça peut être également une question qu'on peut se poser. Du côté de la vidéo, pourquoi j'ai fait un bandeau hier ? Parce que l'information est arrivée pendant que j'enregistrais. Et donc je n'avais plus le temps de réenregistrer parce que déjà que j'étais un peu à la bourre. La vidéo n'est sortie qu'à 21h, entre 21h15 et 21h30 hier. Donc j'ai pas pu faire mieux et surtout qu'il n'y avait pas plus d'informations très clairement sur Colbrelli. Donc je pouvais pas argumenter plus que ça. Et très clairement sur le cas Colbrelli, on n'a pas 150 informations là-dessus. Bien entendu, il y a des gens qui vont parler dopage parce que c'est la Bahreïn Victorious. Moi, je suis pas dans les coulisses de l'équipe, donc je peux pas vous dire si c'est à cause de la prise de médicaments ou non. En Italie, bien entendu, les antivax sont allés dessus. Moi non plus, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire si c'est le vaccin ou non. S'il avait ces 3 doses, j'ai pas ces informations-là du côté de Colbrelli. Et de toute manière, c'était absolument pas le moment de créer des polémiques sur des rumeurs ou des éléments autour de Colbrelli, autour des informations sur la santé de Colbrelli qui pourraient s'avérer être fausses, ces informations. Donc c'est pour ça que j'ai fait le bandeau, parce que voilà, pour plusieurs raisons. Et donc voilà, on a parlé du cas Colbrelli. Sur cette étape-là, ça a été très intéressant, pas mal de coups de bordure, ça a été une belle course sur cette deuxième étape, même si, alors je ne comprends pas pourquoi. On nous a fait tout un pataquès hier en nous disant on arrive en France, on a vu que des 4 voies de la France. Donc pour les Espagnols, la France c'est des 2 fois 2 voies avec terre-plein centraux, parce que c'était à peu près ce qu'on a vu de la France. Assez surprenant. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Hugo Hofstetter, qui est au top, bien entendu. Hugo Hofstetter, il tourne autour, nouveau podium. Nouveau top 5 pour Hugo Hofstetter. Il tourne autour de la victoire. Bon, voilà. Un jour, ça va claquer, mais bon, pas cette fois-ci. Je me suis dit, de toute manière, dans son placement, sur un sprint comme ça, le placement est prépondérant. Sur un sprint où il n'y a pas 150 personnes pour emmener. Et je me suis dit, le problème, c'est qu'il est dans la route Caden Groves. Donc même s'il arrive à remonter Caden Groves, après, il faut encore remonter Phil Boaos, parce qu'il était 3e dans la file. C'est quasiment improbable.
Voilà. Donc il fallait qu'il ait la place de Caden Groves. S'il avait la place de Caden Groves, il aurait peut-être pu remonter. Mais il n'était pas à la place de Caden Groves, donc dommage pour Hugo. C'est quand même un beau podium encore pour le coureur de Arkea. C'est encore des points supplémentaires pour Arkea, encore une fois pour cette bagarre pour le classement pour monter en World Tour. Je vous ferai un petit bilan. J'ai trouvé un site où il y a ce classement qui est à peu près à jour. Donc on fera un bilan normalement à la fin du Tour de Catalogne, donc dimanche ou lundi, pour faire un débrief de ce classement. Je vais y arriver. Oui, les chats sont en train de se battre, c'est fantastique. On continue également avec Quintana qui fait la bonne opération du jour. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le bon peloton. Nairo Quintana. Alors, Quintana, on le dit toujours, c'est le spécialiste des bordures. C'est-à-dire que quand il y a un coup de bordure, il se fait jamais avoir, Quintana. Parce qu'il sait se placer au bon endroit, parce qu'il sait surtout que dans une bordure, il faut mieux passer des relais qu'essayer de rester à l'arrière, parce qu'à l'arrière, tu ne te protèges pas du tout du vent. Et Quintana, on l'a vu 2-3 fois, il a passé son petit relais, puis après il se remettait, on va dire, au milieu de la grappe de coureurs. Et donc c'est très intelligent. Et donc Quintana, quand on voit les quelques coureurs qu'on a chez Duton aujourd'hui, c'est très intéressant parce que chez Jumbo, grosso modo dans le même chrono que lui, c'est Kruijswijk et Sam Oomen. Quintana, je pense, est meilleur qu'eux. Il y a Ben O'Connor, qui est dangereux. Mais sinon, Quintana fait la bonne opération du jour. Vraiment, il fallait être dans les 40 premiers coureurs. Alors vous avez toujours Almeida, par exemple, Wout Poels et Valverde qui vont être des coureurs dangereux, mais c'est plutôt une belle performance de sa part. Je continue avec donc Ben O'Connor, on en a parlé, Ben O'Connor qui finit également dans le bon groupe, donc dans le groupe à 0 secondes avec Caden Groves. Ça c'est également la bonne opération du jour pour le coureur australien de AG2R, parce que alors, il est aussi pas mauvais, j'ai l'impression, sur les coups de bordure, Ben O'Connor, parce que je rappelle que sur Paris-Nice, il s'était pas fait avoir. Et puis Ben O'Connor, c'est important pour lui d'être bien présent aux avant-postes, parce que je rappelle que sur Paris-Nice, il est tombé malade, donc il n'a pas pu finir Paris-Nice, et qu'il est une chouille en retard sur le nombre de jours de course qui était prévu. Et là, sur ce Tour de Catalogne, il y a une belle opposition quand même face à lui, du Van Wilder, du Higuita, du Chavez, du Ayuso. Bon, en montagne, ça va peut-être être compliqué pour Ayuso, mais du Almeida, du Wout Poels, Guillaume Martin également du côté des Français, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant pour le coureur australien d'être aux avant-postes. Et puis bon, même si AG2R est peut-être pas forcément la plus grosse formation sur cette course, c'est une formation qui sera à son service normalement, qui sera au service de Ben O'Connor. Et puis ça permettra quand même à AG2R de retrouver un petit peu des couleurs, parce que c'est vrai que bon, c'est pas la plus mauvaise formation depuis le début de saison, je dirais, en World Tour, mais c'est pas la formation qui a fait le meilleur début de saison. Donc voilà, c'est important de remontrer qu'AG2R est une grosse formation, même s'ils ont réussi à prendre une 3e place sur un classique belge sur le Helmut Etniesblad. C'est important de montrer également que cette équipe a des ambitions en montagne autour de Ben O'Connor. Et puis je termine donc avec Guillaume Martin. Belle performance de la part de Guillaume sur cette course. Lui qui parfois a des problèmes sur les coups de bordure, là ne s'est pas encore fait avoir. Du côté de chez Cofidis, il ne s'en est pas encore fait avoir. Et j'ai envie de dire que sur Paris-Nice, c'est un problème mécanique qui lui a posé problème, parce qu'il ne s'était pas fait avoir non plus. Donc c'est plutôt, il a peut-être travaillé dans ce domaine-là, et c'est plutôt intéressant pour Guillaume Martin, parce que c'était peut-être l'un de ses points faibles avec le contre-la-montre, c'était notamment les coups de bordure, de pas sentir ce coup, de pas sentir quand ça se passait, et le fait d'être chez Cofidis, quand même peut-être l'équipe française la meilleure dans ce domaine-là. Puis on s'aperçoit surtout que les équipes françaises se font beaucoup moins avoir qu'il y a 10 ans sur les coups de bordure. C'est un domaine dans lequel on a quand même un peu travaillé. C'est intéressant. Du côté des flops, il faut quand même 2 flops du côté des Bleus. J'ai mis Attila Walter et Michael Storer du côté de la Groupama. Les deux se sont fait avoir. C'est dommage parce que Attila Walter, je pense, peut
toujours faire quand même un bon classement, mais il part quand même 30 secondes aujourd'hui. Storer, toujours pas rassuré par la condition physique de Storer. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le Storer de la Vuelta, qu'on a un Storer qui pour l'instant est en dessous des attentes du côté de la Groupama FDJ. Est-ce que c'est pas peut-être la fausse bonne idée de recrutement, Storer? Eh ben on verra ça en fin de saison. Parce qu'on pensait que c'était la trouvaille en tout début de saison. Et puis Storer, pour le moment, c'est pas top pour le coureur australien. Et puis Attila Walter, dommage parce qu'il était sur une bonne série en plus avec l'Estrade Bianche où il avait fait 4. Mais là, il s'est fait avoir aussi avec peut-être des coureurs de la Groupama qui n'étaient pas extrêmement bien placés au moment où les coups de bordure se sont lancés. Il y en a un ou deux qui se sont fait avoir également dans une chute du côté de la Groupama. Donc est-ce que c'était Walter? Moi j'ai pas vu, mais dans le virage sur la gauche, enfin sur le rond-point avec la première à gauche où il y a une petite chute, après la chutiette, peut-être qu'il a été gêné, Attila Walter à ce moment-là, mais ça veut dire que déjà à ce moment-là il n'était pas hyper bien placé à 11 ou 12 km de l'arrivée. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Caden Groves. Deuxième victoire pour Bike Exchange en 2 jours. Caden Groves qui a été très fort, performant depuis le début de saison, le petit Australien. Enfin, un petit Australien, pas si petit que ça quand même, Caden Groves. Et puis bien emmené par Michael Matthews. C'était un peu la question qu'on pouvait se poser aujourd'hui. Est-ce que Matthews se mettrait au service de Caden Groves? Eh bien, ça a été le cas. Ça a été le cas, et puis du côté de Bike Exchange, on a bien fait de conserver les deux à l'avant de la course et de ne pas mettre Matthews ou Caden Groves à rouler pour tenter de ramener Simon Yates. Alors certes, on perd 30 secondes, mais ce qui n'est pas encore non plus irréparable, 30 secondes sur cette course-là. Il va falloir malgré tout attaquer, mais c'est pas 1 minute 45 comme on a vu sur Paris-Nice. Même si on a quand même moins d'étapes difficiles que sur d'autres éditions sur ce Tour de Catalogne. Mais du côté de Caden Groves, de la Bike Exchange, bon placement sur le sprint. On peut aussi se dire, il est dans la route de Bauhaus. Quand Bauhaus lance ce sprint, c'est très intelligent parce que avec Hofstetter, c'était l'adversaire le plus fort, Bauhaus. Donc se mettre dans la route Bauhaus, très intelligent. C'est ce qui a manqué à Hofstetter, de se mettre dans la roue de Bauhaus. Et puis il a profité également du travail dans le dernier kilomètre de la Quick Step. On a eu un grand Peter Seri, notamment dans la petite bosse après le dernier virage. Enfin après le dernier virage important. Et c'était plutôt intelligent du côté de Bike Exchange aussi de se servir du travail des autres équipes. Moi j'ai trouvé qu'il a fait vraiment un très beau sprint. Caden Groves, après, c'est vrai que c'est pas l'opposition la plus importante qu'on ait eue sur ce Tour de Catalogne, mais il faut déjà battre Bauhaus et Hofstetter. Donc bravo, monsieur Caden Groves. Deuxième, Phil Bauhaus. Pourquoi Phil Bauhaus il finit deuxième? Donc c'est déjà une belle performance. Mais surtout parce que, vu ce qui s'est passé hier avec Colbrelli, je peux vous dire que ce matin, ça devait pas être la fête du slip dans le bus Bahreïn, même si techniquement Colbrelli est tiré d'affaire. Je pense que ses équipiers ont été choqués. Peut-être que certains équipiers sont arrivés au moment où on commençait le massage cardiaque sur le coureur italien. Donc ça a dû leur faire vraiment tout drôle dans l'affaire et repartir en course et repartir en se disant je vais tout faire pour faire un résultat. Je peux vous dire que mentalement, il faut être solide quand même. Faut être costaud parce que Bauhaus là il fait quand même un beau résultat alors que hier soir je pense que la récupération n'a pas dû être optimale pour l'équipe. Je pense que tout le monde avait les idées ailleurs, que ça n'a pas dû être une nuit facile pour tous les coureurs. Donc que Woodpool soit dans le bon groupe, sachant que c'est pas le meilleur quand il y a des coups de bordure, et Bauhaus fasse deuxième de cette étape, je trouve que c'est plutôt une belle performance de la part de cette équipe. Et puis je termine avec Manuel Penalver de la Burgos. Et une belle 6e place du côté de Manuel Penalver. C'est important également du côté de la Burgos parce qu'il faut montrer que l'invitation pour la Vuelta
On la mérite. Parce que je rappelle que Cara Rural n'a pas été invité, qu'on a mis une équipe supplémentaire quand même sur la Vuelta, parce qu'il y a beaucoup d'équipes espagnoles, mais il n'y avait pas assez de place. Et Burgos, ils doivent montrer qu'ils méritent plus leur invitation que la Cara Rural. Ça va faire mal, ça, au niveau financier, du côté de la Cara Rural en passant, parce que ça va faire un petit coup au moral pour l'équipe espagnole. Mais voilà, pour Burgos, bon résultat. Et puis Penalver, il avait déjà fait deuxième sur le Tour de la Communauté de Valence sur l'étape 4, c'est bien ce que je me souviens, j'avais déjà mis en top à ce moment-là. Donc c'est plutôt une belle performance pour Penalver, c'est pas un mauvais début de saison pour une équipe qui d'habitude n'a pas des très très grands résultats, donc c'est plutôt bien joué de la part de Burgos. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté du bonnet d'âne, c'est tous les coureurs qui ont perdu du temps aujourd'hui. Je commence avec Simon Yates. Pas très bien placé. Pas très bien placé au moment du virage. Il est gêné avec Nance Peters. Je pense pas qu'il tombe, mais c'est un virage qui était assez surprenant parce qu'il y avait un terre-plein central et il fallait tourner sur la droite, et donc ceux qui étaient du côté gauche de la route devaient traverser le terre-plein central, et je pense que donc ça a été le problème de Simon Yates. Après, Simon Yates, c'est pas le coureur qui frotte le plus également dans un peloton, donc c'est compliqué au mois de mars d'être performant quand on frotte pas trop dans le peloton, parce qu'on sait que les coups de bordure ça peut arriver. Malgré tout, pour Simon Yates, 30 secondes seulement de perdu, mais l'inquiétude, c'est que ses coéquipiers ont énormément roulé. Et déjà la veille, on avait tenté un coup de bordure, c'était à l'initiative de Bike Exchange et de Jumbo, donc ça veut dire que ça fait depuis 2 jours qu'on utilise énormément les équipiers. Est-ce que autour de Simon Yates, en fin de course, il manquera pas un petit peu du monde et qu'il se retrouvera pas isolé? Après, on a bien vu sur Paris-Nice, même sans avoir une grande formation autour de lui, il avait réussi à faire une belle performance, donc faudra voir pour Simon Yates, mais c'est pas irrémédiable, 30 secondes, mais c'est quand même pas la bonne opération du jour. Hugh Carty, deuxième flop, le coureur de F, pareil, il est dans le même groupe que Simon Yates, mais lui, c'est encore un peu moins bien pour Hugh Carty, c'est qu'Esteban Chavez est dans le premier groupe. Autant vous dire qu'il est désormais plus totalement leader de cette formation. Dans une équipe EF qui, là aussi, n'a pas pris beaucoup de points depuis le début de saison au classement World Tour, c'est pas la bonne opération du jour. Avec un Hugh Carty qui est quand même, depuis quelques temps, c'est quand même mi-figue, mi-raisin, mais plutôt au creux de la vague qu'au sommet. Hugh Carty, donc là, voilà, c'est dommage du côté de EF, parce qu'à un moment, on était bien placé dans le peloton chez EF, à 20-25 bornes de l'arrivée, et puis ils se sont fait déborder un petit peu de toutes parts quand on a quitté la 4 voies pour rejoindre une route un peu plus petite pendant une dizaine de kilomètres. Et donc du côté de Hugh Carty, c'est là où il se fait avoir, peut-être dans le virage Attila Voltaire, où il se fait avoir, parce que c'est après ce qui s'est produit pour Simon Yates. Mais c'est dommage. Voilà, c'est dommage pour Hugh Carty, parce que lui, il est dans une situation encore plus mauvaise avec Chavez, qui est dans le premier groupe et donc qui va certainement avoir l'aide de ses équipiers. Et puis je termine avec Tom Dumoulin. Là aussi, mauvaise perce pour Tom Dumoulin aujourd'hui, qui se fait avoir sur un coup de bordure alors que la Jumbo a pas mal roulé, était pas mal aux avant-postes, tout simplement parce qu'il y a encore Kreuzweig et Samoumen qui sont bien placés. Ça montre aussi qu'on ne croit pas des masses en Tom Dumoulin. On n'a pas fait descendre beaucoup de coureurs autour de Tom Dumoulin dans le deuxième groupe. Ça montre qu'on ne croit pas trop en vous. Tom Dumoulin, il veut jouer le classement du Giro. Bon, moi je suis pas hyper rassuré depuis le début de saison par Tom Dumoulin. Alors oui, il dit il y a encore du temps. Il y a plus que 40 jours. Si 40-45 jours, là, jusqu'au départ du Giro. Ça fait pas tant que ça, 2 jours de course. Pour Tom Dumoulin, il va falloir vraiment montrer maintenant qu'on est en forme. Il suffit pas de le dire, il faut le montrer maintenant. Et Tom Dumoulin, pour le moment, il ne l'a pas montré. Et un Tom Dumoulin qui se fait avoir sur un coup de bordure, pour un coureur qui est quand même toujours très présent sur le contre-la-montre, ça fait un petit peu mauvais genre. C'est-à-dire qu'il n'était pas bien placé. Voilà, parce que il n'a pas réussi à faire le jump avec la petite grappe de devant.
ça veut dire que la condition physique n'est peut-être pas encore au top. Alors il y a 2 autres coureurs que j'aurais pu mettre en flop, c'est Jane Day et Meintjes. Meintjes, j'ai hésité parce que en plus Intermarché a mis beaucoup de temps avant d'aider la Bike Exchange, alors qu'ils auraient dû rouler beaucoup plus vite vu qu'ils n'avaient pas de coureur devant. Donc j'ai pas trop compris pourquoi Intermarché ils ont mis autant de temps pour rouler aux avant-postes alors qu'il fallait vraiment se donner beaucoup plus à fond pour tenter de rentrer sur le groupe de tête ou de tenter au moins de limiter l'écart. Et peut-être que s'ils avaient collaboré avec Bike Exchange, l'écart ne serait pas de 30 secondes mais seulement de 20. On termine avec le programme de l'étape de demain. C'est une étape de montagne sur ce Tour de Catalogne. On partira de Perpignan pour aller du côté de la Molina. Donc on va retraverser la frontière France-Espagne. Au programme de cette étape, le Mont Louis, 9 km 2 à 5,6% côte de première catégorie. La Colada des Tozes qui est marquée en première catégorie, c'est 20 km à 3,1% de moyenne, autant vous dire que c'est un long faux plat. Et puis l'arrivée à la Molina, 1691 mètres la Molina, 12 km 1 à 4,5% de moyenne, mais on a 5 km qui sont compliqués à 7,3%, et puis ensuite les 5 autres kilomètres de monter, enfin les 5-6 autres derniers kilomètres qui sont beaucoup plus plats, ce qui fait que la moyenne ne fait pas peur, mais le pied de la Molina, c'est quand même pas si évident que ça, avec notamment un passage à 8,1% entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2, donc il faudra se méfier de cette montée. C'est pas très difficile. Là encore, on va peut-être pas réussir à faire la différence, mais il faut rester dans le groupe de tête pour pouvoir gagner la course. Surtout qu'il faudra se méfier, le dernier kilomètre est en montée, donc il faudra faire attention dans cette montée de la Molina. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans un commentaire, à mettre un pouce bleu, et donc nous on se retrouve demain pour faire le débrief de l'étape numéro 4 de ce Tour de Catalogne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.